Martin Fayulu avait fait une analyse biaisée. Cette analyse était laquelle? Lorsqu'il s'est affilié ou lorsqu'ils ont fait leur conglomérat là, entre Moïse Katumbi, Matata, Sesanga et lui-même. Une alliance qui vous fait mal hein, au pouvoir. Ça nous fera mal en quoi? Je vais vous expliquer l'intelligence biaisée de Martin Fayulu. Il croyait qu'avec les dossiers de la loi sur la nationalité, d'office, Moïse Katumbi serait écarté du processus. Et sachant aussi que les dossiers Bukangalonzo pesaient sur les épaules de M. Matata, d'office, l'autre aussi devait être aussi retiré du processus. Et Deli Sesanga, qui n'a pas l'ancrage politique ou un poids politique comme les siens, d'office, M. Fayulu devait être désigné comme candidat de l'opposition avec l'appui financier de Moïse Katumbi et les consorts, ça pouvait aller. Malheureusement, ce n'est pas du tout correct, mais le PPRD reste quand même une machine forte dans la scène politique congolaise. Vous voulez les écarter du processus, vous estimez qu'ils n'ont pas droit des revendications par rapport à tout ce qui se passe? Mon cher, je vais t'informer, je te donne une information. Depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, le PPRD n'existait pas. Et le PPRD n'existe qu'à Kinshasa, où il y a les conglomérats de personnes dont vous venez de citer là. Chaque jour qui passe, il y a des nouvelles matières, il y a des nouveaux dans la scène politique congolaise. Il y a toujours actualité qui bouge, qui bascule à gauche comme à droite. Nous, les débats nationaux, ben, nous sommes là pour vous ramasser tout ce qui s'est dit et vous l'apporter ici parce que vous avez droit à l'information. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission sur DRC Info. Aujourd'hui, nous allons recevoir une fois de plus Romain Nganjambé qui est cadre du parti politique AREP, parti cher à Guiluando Mboyo, avec qui nous allons parler de l'ensemble de tout ce qui s'est dit sur l'actualité. D'abord, le processus électoral. Que reste-t-il encore de l'inclusivité avec le départ de Martin Fayulu qui pose des conditions pour y retourner, mais au sein de son parti, ça cloche, d'autres ne sont pas d'accord. Est-ce que Fayulu est-il parti pour une disparition dans la scène politique congolaise? Nous allons parler aussi Matata, affaire Bukangalonzo et plainte contre Bahati, réquisition du procureur général près la Cour constitutionnelle. Bref, c'est un peu le menu de tout ce que nous allons devoir parler aujourd'hui. Monsieur Romain Nganjambé, bonjour et bienvenue. Bonjour Georges, merci surtout de l'invitation que vous m'avez accordée de pouvoir débattre de l'actualité de mon pays. Et aussi, comme d'habitude, j'ai toujours voulu insister sur le fait que il est vrai que je suis membre du parti AREP, mais j'interviens ici comme analyste politique et mes propos n'engagent que ma personne et rien à voir avec mon parti, que je serai toujours là pour mon parti. Nous espérons que le parti vous fera cette fois-là, cette promotion, pour que vous soyez parmi les communicateurs officiels du parti. Ce serait une très bonne chose. Oui, si, ça relève de l'habilité des autorités. Si ils acceptaient, gloire à Dieu, et s'ils n'acceptaient pas, je ferai toujours le travail que j'ai toujours fait. Mais sinon, le parti, puisque vous êtes cadre, vous êtes membre du parti, quelle est sa santé aujourd'hui avec les joutes électorales qui sont déjà mouvementées? Bien évidemment, vous me permettrez de saluer avec respect mon autorité de référence. Je cite Maître Guiluando Mboyo, sans oublier le secrétaire général, le camarade Pascal Kanga. En passant aussi, je salue Madame Astrid Beleke-Djemba, la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes. Je salue aussi tout le président de la Ligue des jeunes. Je vois M. Desjoie, je vois aussi les camarades Junior Mouela, je vois tout le monde et je salue aussi en passant.
Ça se passe bien, la préparation des élections au sein des états-majors des partis politiques. Ce sont des dépôts, des dossiers qui se poursuivent en vue de la convocation du corps électoral par la CENI déjà de ce 26 juin. Eh bien, vous êtes sans ignorer que notre parti, c'est un parti libéral. Depuis l'annonce de ce processus électoral, notre parti s'est mis déjà en marche et s'est mis déjà en préparation. Nous serons déjà en train de déposer nos candidatures dès l'ouverture des portes à la CENI. Pour l'instant, je pense la semaine qui venait de s'achever, l'autorité de référence a dit tenir plusieurs réunions avec les responsables du parti, toujours pour redynamiser, remonter le moral de partisans, sensibiliser encore une fois de plus que nous ne pouvons pas nous laisser dans la distraction. Les élections sont déjà en marche. Les potentiels candidats doivent déjà présenter les éléments nécessaires pour la confirmation de leur candidature. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Toutes les bases sont mobilisées pour se faire. Et donc, la santé de mon parti se porte en bonté. Voilà. Alors, le train des élections est en marche, mais quid de son inclusivité avec les départs ou les retraits du processus des opposants, pas des moindres? Je vois Martin Fayoulou, je vois aussi le PPRD de Joseph Kabila, nous allons en parler, mais d'abord Martin Fayoulou qui s'éloigne du processus. Est-ce que pas jeter une sorte de discrédit sur le processus et puis vous amener à négocier? Comment vous jugez son départ du processus? Le départ de Martin Fayoulou n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Parce que depuis toujours, dans différentes interventions médiatiques que j'ai eu à faire, je disais toujours aux gens que Martin Fayoulou n'était pas prêt pour les élections. Martin Fayoulou n'était pas prêt pour des élections parce que, dès le départ, il a commencé par des discours ne tenant pas debout. Et Martin Fayoulou a joué à une certaine politique. Et cette politique lui a conduit à comprendre que la population n'était plus dupe, à croire sur ses mensonges, sur ses montages. Et ici, j'avais autrefois expliqué aux gens que Martin Fayoulou avait fait une analyse biaisée. Cette analyse était laquelle? Lorsqu'il s'est affilié ou lorsqu'ils ont fait leur conglomérat là, entre Moïse Katumbi, Matata, Sesanga et lui-même. Une alliance qui vous fait mal au pouvoir. Ça nous fera mal en quoi? Je vais vous expliquer l'intelligence biaisée de Martin Fayoulou. Il croyait qu'avec les dossiers de la loi sur la nationalité, d'office, Moïse Katumbi serait écarté du processus. Et sachant aussi que les dossiers Boukangalonzo pesaient sur les épaules de M. Matata, d'office, l'autre aussi devait être aussi retiré du processus. Et Deli Sesanga, qui n'a pas l'ancrage politique ou un poids politique comme les siens, d'office, M. Fayoulou devait être désigné comme candidat de l'opposition avec l'appui financier de Moïse Katumbi et les consorts, ça pouvait aller. Malheureusement, les choses ont tourné en vinaigre, les choses ne se sont pas passées comme il les pensait, se trouvant dans l'impossibilité d'avoir les moyens pour aligner les candidats à différents niveaux. Voilà, il lâche prise et cela ne peut en aucun cas discréditer le processus électoral parce qu'on le disait toujours que cette opposition va se déchirer. Va se déchirer, pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des incompris. Il y a un problème de leadership qui se pose au sein de l'opposition. C'est tout le monde qui veut être président. C'est tout le monde qui veut. Qui va céder la place à qui? Voilà. Et ça, c'est le processus électoral est déjà lancé, mon frère. Et je l'ai dit et je le dirai toujours. Le train est déjà en marche. Le président de la CENI, son Excellence Denis Kadima, avait dit le train est déjà en marche. Personne ne pourra plus l'arrêter. Par rapport à votre analyse, vous voulez dire que Martin Fayoulou s'est allié à Katumbi, Matata et Sesanga pour profiter d'eux et se placer comme... Mais effectivement, si vous prenez l'illustration que je viens de donner ici, vous allez comprendre directement que je ne pars pas à côté de cette analyse.
parce qu'il avait un problème de santé financière. Et cette santé financière devait être compensée par Katumbi. Et ces derniers temps, Katumbi a fermé les robinets et c'est difficile pour Fayoulou d'aligner même 10 à 20 candidats parce qu'il n'en a pas les moyens. Alors, au fichier électoral, Fayoulou dénonce qu'il est corrompu et il ne peut pas. Il y a possibilité qu'il rejoigne une fois de plus le processus électoral, mais il pose des conditions. Le fichier électoral, il veut à ce que ce soit audité cette fois-là par des experts indépendants que vous n'aviez pas jusqu'ici voulu, vous aviez préféré, avec la CENI, appuyer d'autres experts qui sont récusés par l'opposition. Il veut aussi que le processus d'enrôlement puisse être achevé dans des provinces qui n'ont pas connu l'enrôlement. Par rapport à la loi sur la répartition des sièges, vous êtes passé en force. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des revendications qui sont légitimes que vous pouvez obtempérer? Qu'est-ce que vous entendez par des revendications légitimes? Parce que quand quelqu'un vous vient en pareil moment, où les élections sont déjà en marche. Lui-même, Martin Fayoulou, est porteur d'une carte d'électeur. Et cette carte d'électeur, c'est ce qui va lui donner même le privilège de postuler comme candidat président de la République. Il parle du processus électoral. Et ce processus électoral qui, à son avis, est biaisé. Est-ce que c'est pour... Il faut se poser la question, c'est pour quelle raison certains partis, comme Kwamutu, comme Massissi ou Rutshuru, ce sont des raisons fondées par jurisprudence. Nous pouvons nous rendre en 2018, on se rendra compte qu'il y a eu Beni, Boutembo, partout là, il n'y avait pas eu enrôlement. Mais je félicite la souplesse. Je félicite la souplesse de la CENI parce que la CENI s'est dit être prête. Est-ce que vous savez que pendant ce processus électoral, il y a eu des agents de la CENI qui ont été tués dans certaines régions pour des raisons d'insécurité? Alors, ayant déjà été victime d'une telle tragédie, à moins que vous puissiez être irresponsable, et permettez-moi les termes, de pouvoir prendre ces risques d'envoyer ces agents dans un circuit comme ça pour être tués. Et donc, la CENI est prête que la fin du mois d'août, si jamais il y a la tranquillité dans des zones-là, ils vont déléguer les gens pour enrôler. Et ça, ce n'est pas un problème. Quand ils parlent aujourd'hui de quoi? Il parle du fichier électoral, l'audit du fichier électoral. La CENI est indépendante. Si nous disons aujourd'hui que la CENI est indépendante, elle doit aussi être indépendante de toute ingérence. Que ça vienne du pouvoir, que ça vienne de l'opposition. Ça c'est de l'ingérence de l'opposition qui impose à la CENI, dans son indépendance, d'utiliser le voie que l'opposition veut pour arriver aux objectifs. Ils avaient déclaré ici, notre pays, il y avait l'OIF qui était déjà prête à faire l'audit. Et on a dit que comme l'OIF a à sa tête une Rwandaise, et c'est là, on ne peut pas accepter que l'OIF puisse auditer notre fichier électoral, ce qui pourra au moins mettre à la disposition du Rwanda, qui est un pays agresseur, qui est un pays qui s'attend toujours à l'échec de la RDC, qui s'attend toujours au malheur de la RDC. Et l'opposition était parmi ces gens qui avaient refusé à ce que le fichier électoral ne puisse pas être audité par l'OIF. Et donc, la CENI, dans son indépendance, a fait l'appel d'offres pour qu'il y ait une commission qui puisse au moins auditer le fichier. Et ce qui a été fait, tout ce que Fayoulou est en train de présenter maintenant là, ce sont des échappatoires, ce sont des faux fouillants, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Il n'a qu'à aller aux élections. Mais est-ce que ce n'est pas une revendication d'une partie prenante, je parle de l'opposition, qui a droit de bénéficier de la confiance ou de la sincérité de la CENI avant d'aller aux élections? Fayoulou a droit de participer au processus électoral, il a droit de se retirer du processus électoral, mais il n'a pas le droit de mettre en déroute le processus électoral qui est déjà en marche. Vous vous souviendrez, en 2006, lorsque l'opposant historique, je cite M. Étienne
Tshisekedi Ouamouloumba a pris la décision de ne pas participer aux élections. Il n'avait porté aucune atteinte à l'organisation des élections qui se sont tenues en 2006. C'est simple qu'ils disent à ses partisans, voilà, moi je me suis décidé de me retirer. Et vous allez vous rendre compte qu'au sein même de son parti, il y a des choses que ses adeptes sont contre lui par le fait qu'il s'est retiré. Pourquoi? Parce que tout le monde dans son parti portait espoir sur lui. Et lui, quand il se décharge et que les autres ont des ambitions politiques, on le trouve comme quelqu'un qui a trahi son parti. L'honorable Ados Ndombassi, qui est secrétaire exécutif du parti SID Funa, demande à Fayulu de revenir sur sa décision parce qu'il estime qu'il était le seul espoir qui restait au peuple congolais. Alors partir comme ça, c'est laisser le peuple orphelin. Il faut dire qu'il était l'espoir qui restait pour son parti. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours été contre tous nous tous politiciens. Moi, quand je viens parler, je dois parler, soit si j'avais l'amabilité de parler au nom de mon parti, je parlerai au nom de mon parti. Il ne faut pas venir prendre... Non, je parle au nom de la population. Cette population-là, parmi cette population, il y a ceux qui ne sont pas vos partisans. On doit avoir des réserves dans certaines choses. Dans la lettre, il l'appelle président élu. Ici, vous devez comprendre que président élu, lui, M. Ndombassi, c'est un député national. Il siège au niveau de l'Assemblée nationale. Et au sein de l'Assemblée nationale, il peut me dire combien de fois le président, son président élu a déjà présidé le Congrès. Aucune fois. Donc, il reste toujours dans l'utopie et ce qui n'est pas correct. Ici, je vais vous faire réfléchir sur quelque chose. Vous voyez, M. Fayulu donne l'image à la face du monde que c'est un président dictateur. Parce que au sein d'un parti politique, il y a toujours une concertation avant de prendre une certaine décision. Donc, il prend une décision qui engage son parti, qui engage l'avenir de son parti, sans avoir consulté son parti. Mais qu'adviendra-t-il si jamais il devenait président de la République? On se réveillera un matin et que les choses deviennent autres par sa décision. Et voilà une expression tangible d'un mauvais président que le peuple congolais ne peut jamais élire. Parce que s'il n'arrive pas à gérer d'abord son petit parti politique qui est SID, qui n'a aucun ancrage sur le plan national, qui n'a que des partisans à Kinshasa. Mais selon les chiffres de la CENI 2018, il est quand même arrivé deuxième aux élections. Vous n'allez pas douter de son poids. Mais je dis, il est arrivé deuxième sur base d'un poids lui apporté par les consorts. Quand vous voyez Moïse Katumbi, vous voyez les autres qui étaient à Genval, qui se sont alliés à lui, vous voyez que... Je vous donne l'exemple. Lorsque l'actuel président de la République avait pris la décision de laisser la place à Fayulu lorsqu'il était à Genval, il est retourné, il a changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'il y avait son parti qui avait décidé qu'il devait se retirer de ces conglomérats d'aventuriers. Et il s'était retiré. Et ici, vous voyez Fayulu, vous voyez... des aventuriers. Mais ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers. Aventuriers, je pèse bien mes mots. Pourquoi? Parce que regarde les différents scénarios. Regarde les différents. Est-ce que quelqu'un qui réfléchit normalement et de manière pragmatique peut se comporter de la manière dont Fayulu se comporte? Les élections sont déjà en marche. Les dépôts de candidatures, ça intervient déjà la semaine prochaine. Et vous vous réveillez un matin pour dire, moi je veux que l'on recommence à zéro. Et vous déclarez, afin qu'on organise les élections dans les délais constitutionnels. Vous ne craignez pas qu'il puisse mobiliser la masse contre vous pour barrer la route à ce processus sans lui? Le président Etienne Tshisekedi Ouamouloumba l'avait dit, IDPS au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Ils sont libres. La seule chose que nous avons, la beauté de la démocratie que nous avons sous Félix Tshisekedi, c'est la liberté. Il est libre de mobiliser, il est libre de faire des sit-ins, il est libre de faire tout ce qu'il fait, mais qu'il sache qu'à la fin de tout, il y a élection.
Aujourd'hui, comment vous interprétez cette divergence de vision qu'il y a entre Ensemble pour la République et SID, Lamouka, Martin Fayoulou, qui lui se retire, mais de l'autre côté, Ensemble dit pouvoir aligner les candidats à tous les niveaux. Il y a une sorte de divergence. Comment vous interprétez ça? Personnellement, c'est ce que je venais de vous dire ici, que c'est un conglomérat d'aventuriers. Pourquoi? Parce que au départ, ils ont montré à la face du monde combien ils étaient unis, combien ils ont l'amour du pays. Et au finish, on se rend compte, allais-je dire, que ce sont les intérêts personnels, privés, qui les amènent à se diviser, qui les amènent à se disloquer. Et donc, ça, c'est une affaire qui les concerne. Et je n'ai même pas le temps de passer ma pensée là-dessus pour dire qui a raison, qui a tort. C'est leur affaire. Mais leur meeting, vous empêchez toujours ça. Ça devait avoir lieu le samedi passé. Et cette fois-là, ils l'ont placé pour le samedi de demain. Mais finalement, ils ont estimé que vu qu'il y aurait des manifestations dans la ville, le cas du concert de Ferrigola, la fête des pêcheurs à Kinkole où Fatih se rendrait, alors ils ont estimé aller avec leur marche le dimanche. Mais quel discours voyez-vous? Est-ce que pensez-vous qu'ils seront unis en termes de messages au vu de ces divergences qu'il y a? Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. L'état de droit sous-entend que nous avons des autorités établies et ce sont ces autorités que nous avons donné mandat de gérer la cité. Et donc, si l'autorité trouve que cette activité que vous voulez faire, il serait mieux de le faire à telle date, moi je ne vois pas en quoi cela poserait problème. Le mal serait qu'on vous dise, vous n'aurez pas cette activité. Mais quand, pour des raisons d'organisation, pour des raisons de sécurité, pour que vous puissiez passer en bien votre activité, et que l'autorité prend des dispositions pour dire, voilà, mieux serait que vous puissiez le faire à telle date, ça tombe mieux. Parce que, et après leur avoir donné cette orientation, ils ont dit non, si tel est le cas, nous allons le faire le 25. C'est une bonne chose. Comme ça, ils vont bien faire ce qu'ils vont faire. Et moi, ce que je vais dire ici, qu'ils fassent ce qu'ils... C'est ça l'expression de la démocratie. Qu'ils fassent leur meeting, qu'ils disent à la population ce qu'ils veulent. Joseph Kabila est très en colère. Il va bientôt parler. C'est la parole de Ferdinand Kambere qui est au cadre du FCC. Vous craignez le message ou l'adresse à la nation de Joseph Kabila pour bientôt à l'Union sacrée? Bon, Joseph Kabila, c'est un citoyen congolais. Qui a longtemps resté silencieux. Qui est resté longtemps dans son silence. S'il veut parler, il est libre de parler. Mais je voudrais ici dire que l'adresse de Joseph Kabila, bon, je ne sais pas. Ça, vous avez dit ici, vous avez précisé que c'est Ferdinand Kambere qui dit que Joseph Kabila est très en colère, il doit parler. Mais Kabila n'a pas parlé, n'a pas dit qu'il était en colère, parce qu'il ne l'a déclaré à personne. Et donc, moi, je voudrais ici dire que ça sera une bonne chose, que de la même manière que l'ancien président de la République, à qui j'ai beaucoup de respect, a quand même accepter cette fois-ci de parler aux Congolais, je voudrais aussi qu'ils répondent aussi à un certain nombre de questions de la population. Entre autres, qu'ils nous disent aussi, qu'ils expliquent aussi à la population comment il a fait, quel miracle il a fait pour faire de certains Rwandais des généraux d'armes. Qu'il explique aussi à la population la situation de Kapangala. Qu'il explique aussi à la population la situation de Rossi Chimanga. Mais des gens sont interpellés. Non, être interpellé. Je voudrais aussi que, pendant qu'il va aussi s'adresser à la population, qu'il puisse aussi qu'il nous explique aussi la situation de l'aérogare de Ndili, qui nous a coûté près de 555 millions de dollars. Qu'il nous explique aussi de tous ces éléments. Ça pourra aussi être une bonne chose qui pourra étayer la soif de la population. Mais je pense qu'il y a une loi régissant les anciens dignitaires et il sait
l'ancien président de la République, il sait qu'il a vraiment un devoir de retenir sur beaucoup de choses. Et je pense que sa sortie médiatique n'est pas une surprise. Ou si c'est une surprise pour certains, ok, mais en ce qui me concerne, moi personnellement, c'est un citoyen congolais qui peut s'exprimer comme tout le monde et cela n'a rien d'extraordinaire. Après que vous l'ayez roulé à la coalition FCC Cash, vous ne craignez pas qu'il puisse dévoiler certaines vérités de l'accord qu'il y a eu? Bon, ça c'est ce que vous pensez, qu'il a été roulé. Mais je pense ici que l'affaire FCC Cash a été une affaire qui était visible aux yeux de tous. Et le président de la République a pris vraiment de son temps pour analyser, consulter même la population sur ces liens ou cet accord FCC Cash, où la majorité de la population avait fait ou avait conseillé au président de la République qu'il devait arrêter avec cette relation, cet accord. Et au nom de la population, le président de la République a pris une décision après avoir écouté la population. Entre écouter la population et écouter la personne de Joseph Kabila, je pense que le président de la République avait fait le choix d'écouter la population. Aujourd'hui, Kabila, PPRD, ne se sont pas fait enrôler lors de ces enrôlements organisés par la CENI. Fayulu quitte le processus électoral, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une sorte de mariage dans la vision. Vous ne pensez pas qu'ils puissent coaliser et vous contraindre davantage à vous plier à leurs revendications? Il y a une chose que vous devez comprendre, mon frère. Ici, ils peuvent se réunir même à 100 millions. Moi, je disais toujours aux gens que Kabila, Katumbi, Fayulu font déjà un bloc commun. Ils ont le même langage. Et chacun va jouer sa carte de sa façon. Mais ce qui est plus important, le peuple n'est plus dupe à se plier à des histoires comme ça. Et ici, je voudrais parler de quelque chose. De quel processus électoral parle le FCC? Parce que le FCC s'était dédouané du processus électoral pour dire, voilà, cette affaire des élections, nous ne sommes pas concernés. Moi, je pense, à mon avis, que c'était une façon de dire que nous n'avons pas d'argument à convaincre à la population. Donc, on vous laisse déjà cette affaire électorale. Et c'est comme je le disais autrefois, il y avait un collectif de députés du FCC qui venait dire, non, voilà, on nous a volé un siège dans la province du Haut-Katanga, machin, machin. Alors que vous savez que vous avez interdit à vos partisans de ne pas faire partie du processus électoral. Comment vous pouvez expliquer que ces gens qui ne se sont pas enrôlés dans les circonscriptions, que vous avez interdit aux gens de ne pas voter, et vous voulez maintenant avoir autant de sièges que vous voulez? Et ça, c'est une inadéquation, et ce qui n'est pas du tout correct. Ce n'est pas du tout correct, mais le PPRD reste quand même une machine forte dans la scène politique congolaise. Vous voulez les écarter du processus. Vous estimez qu'ils n'ont pas droit des revendications par rapport à tout ce qui se passe? Mon cher, je vais t'informer, je te donne une information. Depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, le PPRD n'existe pas. Et le PPRD n'existe qu'à Kinshasa, où il y a les conglomérats de personnes dont vous venez de citer là, M. Chadari, les Ferdinand Kambere et tout, et un certain nombre de gens qui sont au niveau de la jeunesse. Et c'est seulement à Kinshasa. Quand vous allez par exemple à Bandunuville, les sièges de PPRD n'existent plus. Vous partez partout, il n'y a plus de PPRD. Les PPRD n'existent plus. Ça n'existe qu'à Kinshasa. Ça n'existe qu'à Kinshasa, mais vous voulez, on trouve que par rapport à la façon dont les choses se passent, il y a des manœuvres que l'Union sacrée est en train de concocter pour écarter ses potentiels adversaires aux élections de 2023. Bon, on a le cas de Matata qui est inquiété une fois de plus, réquisitoire du procureur général près de la Cour constitutionnelle au Sénat pour demander une fois de plus l'autorisation des poursuites judiciaires. Vous savez, la situation de Matata, je l'ai toujours dit que je me sentais mal à l'aise de parler d'un monsieur comme Matata. Pourquoi? Parce que il a fait montre à la face du monde ces derniers temps que toutes ces sorties médiatiques sont toujours des sorties
qui ne reflète pas l'image de Matata qu'on avait. C'est-à-dire C'est-à-dire que Matata a perdu un peu le bon sens dans certaines choses. l'homme à la cravate rouge, l'homme Dans quel pays, des rigueurs. dans quel pays au monde où il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas répondre de leurs actes devant la justice? Nous pouvons partir en France. L'ancien président de la République, Sarkozy, est condamné pour des faits qu'il avait commis en Libye. Je dis bien condamné. Mais il est ancien président de la République. Mais qui est Matata pour ne pas répondre de ses actes devant la justice? Et par ricochet, je peux même dire que notre constitution, c'est une constitution que nous avons par l'inspiration de la constitution française. Et donc, M. Matata avait quitté, je pense, un pays africain où il a dit, En Guinée. en Guinée, où il a dit, je rentre à mon pays pour répondre devant la justice. Tu dis, je retire ma confiance au président du Sénat. Ça fait quoi? Ça change quoi sur la personne du président du Sénat? Et hier, il a retiré aussi sa confiance au PGR Mokolo. C'est une aventure de mauvais goût qu'il est en train de jouer. Mais il estime que ce sont des gens qui sont en train de comploter contre lui. Mais qui ont des je dis problèmes avec ceci. sa personne physique. Écoute-moi, cher Georges. Tel que je suis là, si on me soupçonne, parce qu'il faut toujours savoir une chose, que de la même manière, la loi reconnaît la présomption d'innocence, il sous-entend aussi que nous sommes comment je peux dire, nous sommes tels que nous sommes en train de vivre là, de potentiels suspects. Ça veut dire que la loi peut faire en sorte que, aujourd'hui, lorsque je suis redevable, ou on a par exemple des soupçons sur ma personne, et que le tribunal ont besoin de moi, je ne peux que partir devant ces tribunaux, faire valoir mon innocence. Il n'y a pas une sorte d'un vide juridique à propos, parce que la Cour constitutionnelle, à son temps, s'était déclarée incompétente, et cette fois-ci, elle revient sur son arrêt pour se déclarer compétente. Vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de confusion dans les chefs? Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Ce qui est là, c'est quoi? Parce que dans certains rapports que l'IGF a dit présenter sur la situation de Boukangalonzo, il y a toujours cette... On parle des nouveaux dossiers qui... Voilà, qui pèse sur lui. Et donc, il est appelé à répondre de ses actes. Si la Cour constitutionnelle, hier, par rapport à certains éléments qu'on avait donnés, on avait trouvé que non, voilà, ces éléments ne sont pas vraiment suffisants pour nous rendre compétents. Et que les autres qu'on a dit ajouter les rendent compétents. À quoi est-ce que cela pourrait poser problème? Mais M. Matata doit répondre de ses actes. Mais M. Matata ne doit... Tu sais, nous sommes africains. Et en tant qu'Africain, plus toi, tu te fais toujours passer pour bonne personne et que le reste du monde sont des mauvais, on doit bien te regarder d'un autre œil et c'est pourrait peut-être que ce soit toi la plus mauvaise personne. Sa plainte contre Bahati à la Cour de cassation, voyez-vous la haute cour être mise devant, plutôt la Cour de cassation être mise devant ses responsabilités? Mais je dis ceci, il a déposé sa plainte contre Bahati. Et cette plainte n'a aucun fondement. Il estime que Bahati porte atteinte à son intégrité et à sa personne physique. En quel sens? On est venu solliciter la levée des immunités de M. Matata Ponyo. Il s'avère que depuis 2021, M. Matata Ponyo, ses immunités ont été levées. Et cela étant, le président de la Cour constitutionnelle venant solliciter encore la levée des immunités, le président du Sénat n'a fait que la suite logique pour dire, voilà, depuis la levée des immunités d'autrefois, il n'a jamais recouvert ses immunités parce qu'il était toujours à la disposition de la justice. Et nous, on attendait que la justice nous dise, voilà, M. Matata Ponyo est soit acquitté ou soit condamné. Et la Cour n'a jamais été, auprès de nous pour nous dire, voilà ça. Et donc,
il est toujours à votre disposition. Vous pouvez faire de lui tout ce que vous voulez. Et en quoi est-ce que M. Bahati a commis un péché là-dessus? En une minute, parce que nous chutons déjà, un mot sur l'arrestation de Franck Diongo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le pouvoir de Félix qui les gracie, en quelque sorte, qui les sort de la prison, le laissé par celui de Kabila, mais c'est le même pouvoir qui les fait retourner cette fois-là en prison une fois de plus. Comment vous interprétez son interpellation par les renseignements? Comme je l'ai toujours dit, tout ce qui a trait à la sécurité, j'ai toujours été vraiment regardant, où je les aborde avec beaucoup de réserve, parce que les contours de l'affaire, je pense à ce niveau, mais c'est Franck Diongo, c'est une suite logique de l'arrestation de M. Salomon Idi Escadela. Il s'avère que, ça je parle avec beaucoup de réserve, comme je venais de vous le dire, il y a eu des révélations ou des informations dont les services de sécurité ont pu découvrir auprès de M. Salomon Idi Escadela, qui ont fait état de l'interpellation de M. Franck. Et ce qui est aussi, selon les informations, il me semble que plus d'une fois, il avait été interpellé, il a présenté des excuses pour ne pas être là. Et vous savez, la loi le dit là-dessus, plus d'une fois qu'on vous envoie une invitation et que vous ne répondez pas, et là, on va procéder par une autre méthode. Et cette autre méthode qu'on a procédé, c'est celle-là. Vous ne me direz pas qu'on l'a tabassé, on l'a caillassé, on a cassé quoi que ce soit sur lui. Il a été interpellé de la bonne manière et il est devant les services des renseignements. Et il doit fournir les informations nécessaires au cas où il est trouvé comme les autres, certaines personnes qui ont été interpellées et qu'on a trouvé que leur dossier était vide, il sera libéré. Merci beaucoup, M. Romain Ganjambe, d'avoir répondu à nos questions. À moins que vous ayez un dernier mot en 30 secondes, rapidement, parce que la régie nous fait des assignes, on est en dépassement de temps. Oui, mon dernier mot, c'est demander à la population congolaise de croire au processus électoral qui est déjà en marche, de se préparer aux élections, que les candidats députés et candidats présidents de la République se présentent déjà pour déposer leur candidature. Et pour clore, je voudrais ici, encore une fois de plus, saluer une personne spéciale pour moi. Je parlais du président Costa Itangu à Kolwezi, sans oublier le directeur de cabinet Adonis Poporo, mon ami. Merci beaucoup, M. Romain. Je rappelle que vous êtes membre du parti AREP, parti Chiaragulando, mais si vous intervenez comme analyste, pas au nom du parti. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Faites toujours confiance à votre émission Le Débat National, mais il y a une interpellation. Cette émission, c'est une émission de débat. L'opposition, aidez-nous à participer au débat. Nous vous invitons. Parce que ça donne l'impression que l'émission va à sens unique, alors que nous faisons appel aux analystes de tous bords, les opposants, le pouvoir, la société civile, des analystes, des scientifiques. Nous faisons appel à vous. Essayez de respecter des engagements que vous prenez en honorant, en vous présentant sur notre plateau. Ce serait intéressant de voir débattre avec des confrères pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous suivent. Merci et on se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir.